Bonjour, bienvenue dans ce 20e épisode du défi J'envoie 2024 avec ma contrainte créative qui était de débattre avec un entrepreneur sur un sujet choisi par les auditeurs. Alors avec les nombreux épisodes que j'ai pu poster depuis ces 19 derniers jours, j'ai eu quelques retours de personnes qui avaient envie notamment qu'on parle du sommeil des bébés et de la nécessité ou non de faire des rituels d'endormissement, etc. Et alors j'ai trouvé la pépite. Quand je dis la pépite, c'est la pépite. Je vous propose aujourd'hui l'interview de Evelyne. Evelyne, elle est infirmière pédiatrique, mais elle est aussi accompagnante périnatale. Elle travaille, oui, notamment autour des problématiques autour du sommeil, mais pas comme on l'imagine souvent comme un coach de sommeil. Non, elle le dit bien haut et fort, elle ne travaille pas comme coach du sommeil, mais plutôt comme recentrer, remettre du lien, remettre du sens là où c'est nécessaire. Vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir ? Je pense que du coup, vous voyez un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi Evelyne. Je vous laisse découvrir cette interview riche en apprentissage et en très chouettes moments d'échange et je vous retrouve à la fin. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Evelyne. Bonjour Mélissa. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et à la bulle, donc de t'avoir permis de visiter un peu les lieux et de faire connaissance un petit peu plus avec toi. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises et notamment au salon Naître et Grandir en douceur. Evelyne, tu es infirmière pédiatrique et accompagnante périnatale. J'aimerais que tu m'expliques un peu ce que c'est que ce concept d'accompagnante périnatale. Parce que infirmière pédiatrique, je pense que la plupart des gens savent de quoi on parle, mais pour l'accompagnant périnatal, peut-être un petit peu moins. Voilà, en fait, donc après mes années à l'hôpital où j'ai travaillé à peu près pendant 30 ans, j'avais vraiment envie en fait de pouvoir accompagner les familles pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Et ce côté accompagnante périnatale, je trouvais ça chouette en fait de pas être que en postpartum, mais de pouvoir aussi être là pendant la grossesse pour pouvoir déjà répondre à leurs questions qu'ils se posent pour le postpartum. Alors tout à fait différent de ce que probablement ils posent comme question au niveau auprès des sages-femmes. Mais vraiment d'aller pouvoir, par exemple, répondre par rapport aux questions qu'ils ont sur le sommeil de leur bébé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, la gestion de la température. Ça me ramène un petit peu au côté plutôt infirmière. Mais j'avais pas envie d'être cataloguée dans ce côté infirmière pédiatrique, la maladie. Et donc, je trouvais ça chouette de pouvoir les rencontrer avant. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, mais j'espère que ça viendra. Et alors, en postpartum, c'est vraiment en complément des sages-femmes. Et ça peut être une longue durée, en fait. Moi, je ne vais pas venir comme la sage-femme de façon très, très régulière pour tout le côté plus médical. Moi, je vais venir au moment où elles ont besoin pour répondre à leurs 150 000 questions, parce qu'on se retrouve souvent très, très seul et très paumé en postpartum, surtout quand c'est le premier, mais même parfois quand c'est le deuxième, parce que chaque enfant vient vraiment te travailler sur différents niveaux, et c'est très très riche, mais c'est parfois très déstabilisant. Et donc je me suis dit qu'avec en fait toutes mes casquettes que j'avais déjà acquises par toutes les formations que j'ai faites, puisque j'étais déjà une infirmière bizarre, parce que je soignais mes enfants par homéopathie, je me suis dit, tiens, je vais aller apporter en fait toutes les connaissances que j'ai, mais en permettant aux parents d'aller chercher ce dont lui, il a besoin. J'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, et j'essaye de pas le faire, parce que parfois ça m'arrive quand même, encore avec des petits trucs de réflexe d'infirmière à l'hôpital, mais j'aime en fait leur offrir un éventail d'outils dont ils peuvent aller pêcher ce qui leur parle.
et ce qui vibre dans leur corps. Et je leur dis souvent, n'écoute pas ta tête, écoute ton corps, et quand ça fait une réaction et que tu dis « Oh, ça me fait du bien », c'est que c'est juste. Et souvent d'ailleurs quand je propose certaines choses aux parents, il y a des moments où moi je ressens des frissons dans le corps, mais jusqu'en bas des pieds, et je sais que ce que j'ai partagé à ce moment-là est juste, vraiment juste, et souvent ça match tout de suite. Donc ça c'est assez intéressant. Magique ça. Ouais, ça c'est magique. En fait, ce que t'offres aussi, c'est parfois un dézoomage de la situation. Parce que j'imagine que tu as des gens qui viennent te solliciter et te voir aussi parce que, entre leur lecture, les avis de leurs proches, ce qu'on a pu leur dire à la maternité, etc., parfois il y a tellement d'avis sur la même question que parfois on a du mal à aller à voir clair dans ce qui est bon pour nous et pour notre bébé. Et donc je pense que ce dont on a discuté, c'est plutôt que tu réalignes les choses, mais avant ça, tu as un peu un rôle de je dézoome, on regarde la situation dans sa globalité avec tout ce que potentiellement les gens vous ont apporté. Des fois, même si c'est pas sollicité, il y a peut-être une solution en fait qui est ok, puis parfois il y a rien qui est ok. C'est ça. Et c'est de venir avec encore tout un panel d'autres choses qui pourraient parler, et puis leur dire maintenant c'est à toi de faire un choix. Exactement. Parce que ça reste eux les parents, eux les meilleurs experts de leur bébé. Et ça, ils oublient souvent, et ils pensent qu'il faut aller chercher la solution vers l'extérieur. Moi, ce que j'aime, c'est leur proposer différentes idées, différents concepts, et vraiment de les amener à les sentir, qu'est-ce qui vibre chez eux. Tu vois, si tout le monde leur dit, ben voilà, il faut mettre ton enfant comme ci, ou tu dois, machin, c'est de dire, ok, toi, avec quoi tu es aligné ? Comme je te partageais tout à l'heure, moi aussi j'avais des concepts idiots que j'avais reçus à l'école et puis de façon ancestrale où j'allais pas dormir avec mon enfant il y a 24 ans quand elle est née. Et j'ai passé 1h30 à essayer de la mettre dans sa petite nacelle de l'époque et en fait très vite, hop, elle est arrivée dans mon lit et là on était bien, tu vois. Et c'est vrai qu'avec toutes les connaissances que je pense que j'ai pu acquérir pendant ces 30 années et aussi tous les ateliers que j'ai faits, que ce soit en naturo, homéopathie, etc., je peux en fait vraiment ouvrir ce champ des consciences, tu vois, aller voir différents pôles dans ce que les parents me racontent et puis d'aller ramener aussi en disant, tiens, moi il y a quelque chose qui me parle là, mais est-ce que ça vibre chez vous ? Tu vois, et repartir aussi de quels sont les outils qu'ils utilisent eux pour eux-mêmes parfois. Tout à fait. Et qu'ils ne pensent pas à utiliser pour leur bébé. Exactement. Ce genre de choses. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc dans les choses que tu proposes, dis-moi, tu fais des cercles maman-bébé, tout à fait. Des ateliers autour du sommeil du bébé, des ateliers de prévention des petites maladies et des remèdes naturels, et puis tu fais des consultations. Ouais. Tout ça te permet justement de répondre à différents besoins, je pense, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes. Non, c'est pas du tout les mêmes personnes. Et en fait, au début, j'ai commencé vraiment par tout ce qui était sommeil, parce que c'est ce que j'entendais vraiment comme le centre de tout, même quand je travaillais à l'hôpital, où c'était vraiment, oui, mais moi, mon enfant, il dort pas et tous les autres, ils dorment. J'ai dit, mais si vous voulez, je fais ouvrir toutes les portes du service et je demande à tous les parents de sortir. Je pense qu'il y a 9 sur 10 qui vont vous dire que son enfant ne dort pas la nuit, parce que c'est physiologique et c'est normal. J'ai commencé par le sommeil, mais j'estime que je ne veux pas être un coach du sommeil comme maintenant il y en a qui fleurissent de partout, qui disent les remèdes, tu vois, il faut faire ceci, cela, tous les enfants de 5 mois doivent faire ça. Voilà, ça je me suis dit, moi je vais déconstruire, je vais juste apporter des connaissances et permettre aux gens de sentir ce qui est juste pour eux. Puis par après, j'ai quand même ma casquette, je veux dire, plus remède naturel qui m'interpellait beaucoup. Et les ateliers que j'avais fait en naturopathie, en homéopathie, et puis j'ai eu la chance d'être formée par une pédiatre qui est plutôt pédiatre alternative dans tout ce qui est remède naturel. Donc ce que je propose, c'est des choses qui ont pu être utilisées, vérifiées, et non pas que j'ai pondu comme ça, puisque j'ai des enfants qui sont grands, ils ont presque 22 et 24 ans, donc je ne peux pas utiliser tout sur eux. Voilà, et donc je me suis dit, j'ai envie de transmettre pour que les gens aient des outils et choisissent ce qui leur parle, et puissent aussi se débrouiller quand le vendredi soir ou le week-end, leur enfant n'est pas bien, pouvoir savoir où je dois aller, je dois partir aux urgences, je dois appeler mon pédiatre, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, j'ai aussi ces casquettes-là, en fait, qui leur permettent de répondre à ces questions. Et qu'est-ce que je fais ? Parce que ça arrive toujours que ton enfant fait 39 de fièvre pour la première fois en pleine nuit, le week-end, ou un vendredi soir, où ton pédiatre n'est pas dispo, tu vois ? Et donc leur permettre de comprendre comment faire, qu'est-ce qui se passe, comment faire un soin de nez, comment soigner une plaie sans devoir courir à la pharmacie et chercher des médicaments.
parce que dans la nature, tu as tellement de choses qui sont vraiment super efficaces et qui coûtent vraiment rien du tout et qui peuvent servir à toute la famille aussi. Donc moi, par exemple, j'utilise encore beaucoup l'argile verte avec mes enfants et ils ont, dans leur quotidien étudiant, ils ont tous les deux, ils ont de l'argile verte, ils ont tous les remèdes naturels parce qu'ils savent, tu vois. Et c'est ce que j'ai envie que les parents puissent devenir autonomes et sans devoir aller chercher dans des bouquins, aller chercher sur Internet. C'est vraiment d'aller rassembler. Et à la fin, généralement, du cycle d'atelier, c'est le moment aussi où on pose plein de questions. Bon, déjà, on en pose beaucoup et à chaque fois, je me réadapte, je me réajuste et parfois, je reconstruis l'atelier par rapport au groupe que j'ai parce que chaque groupe est différent et ils ont chacun des demandes différentes. Et à la fin, on vient aussi encore voir s'il y a des petits trucs qui n'ont pas été captés, pas été compris, qui leur manquent et auxquels moi je n'ai pas pensé parce que ça me semble tellement naturel, tu vois. Et donc voilà, donc c'est vraiment très très riche, mais c'est extrêmement différent l'un de l'autre, évidemment, entre le sommeil et tout ce qui est... Mais c'est des cycles du coup d'atelier, hein. C'est pas un atelier ponctuel comme ça, ce sont des cycles. Voilà. Donc tu vois les gens pendant un certain laps de temps, ils ont aussi parfois l'opportunité de tester certains remèdes chez leurs enfants, donc c'est assez intéressant. Ouais. Et en fait je fais, si tu veux, un cycle sur un mois, donc c'est toutes les semaines, 2 heures. Et en fait je commence par le côté prévention, parce que ça c'est vraiment le côté... prévention de l'environnement, la prévention en général. Et puis, je passe au sommeil pour faire une petite pause quand même, parce que sinon, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, le sommeil est souvent le truc que les parents, pour lequel ils ont beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, alors après ça, je passe vraiment à tout ce qui est prévention et petits remèdes naturels. Et alors, le dernier, c'est vraiment comment utiliser tous les remèdes naturels et puis réponse à toutes ces questions dont je te parlais là. Donc, c'est chouette parce que je les vois pendant un mois. Et en effet, il y en a qui testent, il y en a qui découvrent, il y en a qui disent « Ah, ben ça, tu pourrais parler parce qu'entre-temps, j'ai appris telle chose et je voudrais bien... Voilà. Et puis après, je garde un lien avec ses parents qui parfois m'envoient des petits messages en disant « Dis, il s'est brûlé, qu'est-ce que je fais ? Parce que tu avais parlé pour les grands, mais pour les petits, je peux faire pareil. » Voilà. Et donc, ça, je trouve ça très, très chouette et très, très riche, en fait. C'est beaucoup de transmission, c'est bien. Hein, c'est beaucoup de... J'adore. Revenir aussi à, de manière ancestrale, qu'est-ce qu'on utilisait. Exactement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est dans nos savoirs à l'intérieur de nous et que parfois, on a perdu, en fait, à force. Ça, c'est vraiment... Je disais parfois à l'hôpital que je devais être une sorcière quelque part, mais pas dans le côté, vilaine sorcière avec son nez crochu sur son balai, mais plutôt ce côté sorcière qui préparait des potions. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à faire des potions moi-même et je trouvais ça juste génial. J'avais l'impression de retrouver ce que tu veux dire là par là, c'est ce côté retravailler la plante, la réécouter, la sentir, faire moi-même des petits remèdes. Donc je trouve ça vraiment super, quoi. Et c'est vrai que dans la panoplie de choses que peuvent utiliser les gens, et quand tu dis, à force, je connais plutôt telle ou telle petite chose, tel ou tel type de thérapeutique, ce qui fonctionne bien, effectivement, c'est de repartir sur ce que eux ils connaissent, mais parfois ils ne connaissent pas du tout aucune de ces choses-là. Mais quand on en parle, on sent aussi le moment où ça fait « Ah oui, tiens, ça pourrait être... ça, où est-ce que je peux trouver ça ?» On voit où est-ce que ça match parfois. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que parfois j'ai des mamans, tu vois, qui sont pas forcément très très ouvertes, mais qui aimeraient bien découvrir parce qu'elles ont des concepts encore très médecine traditionnelle. Mais il y a quelque chose quand même à l'arrivée de leur bébé où elles se disent j'aimerais bien quand même découvrir certaines choses parce que je sens cet appel, tu vois. Et ça permet vraiment de venir semer une petite graine et puis de laisser la fleur pousser. Et puis elles vont choisir ce dont elles ont besoin et sur quel pétale elles vont prendre en fait ce que je leur ai offert dans cette transmission, quoi. C'est parfois le bon moment, il faut trouver le bon moment en fait, tout simplement. Exactement. Ouais. Et parce que dans les demandes, moi ce que j'ai entendu beaucoup et qui faisait à la base que je t'ai contacté, c'était beaucoup les questions par rapport au sommeil. Comme tu dis, souvent ça vient cristalliser un peu des choses, mais je pense que c'est beaucoup lié aux attentes qu'on a nous, adultes, sur le sommeil des bébés. Et donc en fait, ton travail il est beaucoup dans la déconstruction, j'imagine, vis-à-vis de ça. Mais comment est-ce que toi t'accompagnes justement alors dans la bienveillance, que ce soit sur les préventions, le sommeil, les questionnements? J'imagine que dans les cercles maman-bébé, tu as aussi pas mal de choses qui viennent. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors souvent, là je le propose en fait au centre périnatal de Genappe pour l'instant et à Rixensart quand le groupe est suffisamment grand. Et souvent on prépare en fait un thème. Mais ce que j'aime bien, c'est quand ça commence en fait, c'est que chaque maman puisse venir donner un petit peu sa météo du jour, tu vois. Et en fonction de ce qui va être déposé, c'est de sentir si le thème que j'avais prévu
est ok ou pas, tu vois. Et alors parfois déjà les mamans répondent entre elles, et ça je trouve ça très chouette parce que c'est vraiment la transmission en sororité, tu vois, avec ce soutien de ces femmes. Et puis une question parfois chez l'une vient réveiller une autre chez la suivante. Et donc parfois ça se passe que le cercle en fait se passe de façon tellement différente de ce qu'on avait prévu, mais au moins c'est le besoin du jour. Et c'est comme dans l'atelier, ça m'arrive parfois, j'ai prévu plein de trucs et puis en fait je donne un quart parce qu'il y a tellement d'autres questions qui sont venues et qui sont très riches que je réponds à ça. Alors après j'essaye quand c'est les ateliers de récupérer pour que les mamans aient quand même toutes les infos, mais parfois j'ai pas eu le temps et donc je leur envoie un petit message, je leur fais un petit groupe WhatsApp et je leur envoie toutes les dernières infos que j'avais envie de leur transmettre encore, ou bien parce qu'elles ont demandé. Après si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie et je partage pas. Mais dans les cercles, c'est tout ce côté-là aussi. C'est après déconstruire, c'est répondre à leurs questions, ça leur permet d'aller chaque fois ressentir ce qui leur parle. Tu vois, et c'est ça que j'aime bien en fait dans ce côté-là. Et puis ce côté lien entre elles. Et ça, j'adore parce que parfois, elles se font des groupes entre elles, tu vois, et elles s'envoient des messages en disant « Tiens, est-ce que tu irais pas venir faire une petite balade en poussette avec moi, au moins avec nos 2 bébés qui pleurent peut-être ou qui dorment pas, mais on n'est pas toutes seules en tant qu'adultes » parce que c'est ce qu'elles disent beaucoup, c'est qu'en postpartum, elles sont très très seules et elles ont besoin de parler avec des adultes. Et je le comprends très bien parce que c'est ce qui m'était arrivé moi en postpartum où je sortais 25 fois par jour en plein mois de décembre, janvier parce que j'avais un bébé qui dormait que en poussette, qui avait pas mal de perturbateurs de sommeil et que du coup j'allais dans la boutique de liste de naissance parce que là je savais qu'il y avait une copine avec qui j'allais pouvoir parler, tu vois. Il y avait pas encore, c'était le tout début des GSM où tout le monde n'avait pas encore son premier GSM, moi j'avais le premier, mais bon, ça envoyait pas des textos ou des petits messages vocaux, tu dérangeais les gens en fait encore à ce moment-là. Et donc voilà, et donc ça répond en fait à quelque chose, je trouve, à une demande de ces mamans postpartum qui se sentent très seules chez elles parce que leur mari ou leur compagne sont repartis bosser et c'est parfois le grand vide. Ouais. Et donc en fait tu leur offres des espaces de rencontre et puis de tissage de liens en fait. Exactement. Et ça c'est tellement précieux parce que on est souvent fort isolés avec des familles plutôt éloignées et donc c'est vrai que tous ces questionnements ils viennent aussi parce qu'il y a moins de transmission, il y a, je veux dire générationnel quoi, et puis il y a moins de liens tout court. Les femmes elles se retrouvent souvent seules. Finalement, en fait, heureusement qu'il y a des accompagnantes périnatales, heureusement qu'il y a des ateliers, des cercles pour créer du lien avec d'autres pères, parce que on a parfois pas l'opportunité de voir sa famille régulièrement, on a parfois aussi une famille qui peut être pas adéquate, ça peut arriver aussi, mais du coup, offrir ces espaces-là, ça a un côté vraiment précieux, c'est un cadeau à s'offrir et à faire aussi. J'imagine que pour toi, ça te nourrit aussi énormément. Ah oui, ça me nourrit parce que d'abord, ça vient me bousculer aussi dans certaines choses parce qu'il y a des choses parfois que je ne sais pas. Je leur dis, je ne sais pas, je vais découvrir, je vais aller apprendre. Si j'ai pu trouver la réponse, c'est super. Sinon, vous devrez chercher. Mais moi aussi, ça me permet chaque fois de me remettre en question. Je trouve ça très riche. Et puis, ce que j'aime aussi, tu vois, quand je les vois pendant leur grossesse, c'est leur permettre de construire ce village auquel on aimerait qu'elles aient accès. Et parfois, on pense qu'à la famille. Mais alors que peut-être que ta voisine de palier ou ta voisine de rue ou ton voisin, en fait, voudrait vraiment t'aider. Mais sans envahir ton espace, tu vois. Et je leur dis parfois d'aller voir quels sont les talents que les gens autour de toi ont, dont tu te dis que potentiellement ça pourrait te plaire, ou tu pourrais en avoir besoin, et d'aller peut-être déjà voir avec ces personnes s'ils sont prêts à t'aider. Parce que l'humain aime aider l'autre. Maintenant, il y a l'aide et l'aide. Il y a l'aide naturelle et il y a l'aide envahissante. Tu as parfois quelqu'un qui voudrait t'aider, mais que tu n'as pas du tout envie de voir en postpartum, soit rapide, soit plus tard. Mais peut-être que ton chéri peut aller, par exemple, on va parler du linge, tu n'as pas le temps de repasser, et ta belle-maman adore repasser, mais tu n'as pas du tout envie qu'elle vienne à ta maison, hop, ton chéri peut aller déposer le linge, tu vois, chez la belle-maman. Et donc c'est parfois des choses qui te semblent idiotes, mais auxquelles, quand tu es en postpartum, tu ne penses pas, parce qu'il y a trop, tu vois. Donc c'est vrai que c'est le cadeau de pouvoir le préparer avant en prénatal. Voilà. Ça c'est vrai. Et il y en a qui ont ça avec leur sage-femme, et il y en a qui n'ont pas eu l'occasion, parce que toutes les femmes ne sont pas encore suivies par une sage-femme. Et moi, c'est le premier truc que je leur dis, d'abord, tu prends une sage-femme.
Ça, c'est vraiment, vraiment super important. Et si avec ça, tu as encore besoin de moi, ben viens me chercher, tu vois. Et moi, je reste à la disposition. Ouais. Et après, c'est vrai que t'as pas... c'est pas par rapport au nombre limité de consultations, etc., qu'on peut avoir nous en tant que sage-femme. Tout à fait. Là, tu vas avoir un accompagnement aussi qui va être plus pointu par rapport à une demande précise des femmes, des familles. Donc ça a vraiment beaucoup de sens aussi. Ouais. Mais du coup, en complémentarité, je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Et je pense que limite, tous tes ateliers et tout ça, ils devraient pouvoir se multiplier et avoir lieu dans d'autres lieux parce que ça a du sens. Voilà, en tout cas, les ateliers autour du sommeil, les ateliers de prévention, c'est pas des choses que j'entends énormément. Donc, dans la manière dont tu le proposes. Parce que du coaching de sommeil actuellement, ça revient un petit peu à la mode. Mais voilà, chacun a son avis sur la question. Mais je pense que quand on est complètement désespéré, peut-être que ça peut aider quand même. On va reconnaître ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'attentes qui sont mises sur les bébés, qui créent beaucoup de choses qui se cristallisent autour des sommeils des bébés, qui sont plus liées à notre société. Tout à fait. Et à notre manière de vivre et de ressentir les choses. On voudrait en plus que les choses se règlent en un claquement de doigts. Et donc si on n'a pas une réponse ou quelque chose de concret qui se met en place assez rapidement, en fait les gens ils abandonnent et puis ils recommencent autre chose. Exactement. C'est du plic-ploc. Voilà. Et cette pression qui est mise sur les bébés est très forte par rapport au sommeil, par exemple. Tu vois, on demande à un enfant de dormir très vite comme nous, alors que cérébralement parlant, c'est pas possible. Son sommeil se construit au fur et à mesure. Et c'est parce que notre manque de sommeil vient appuyer là-dessus, tu vois. Et donc moi j'aime bien souvent proposer aux parents de trouver des solutions pour que eux puissent se reposer. Parce que si tu es reposé, tu accueilles tout. Tu vois bien que quand tu rentres du boulot hyper nerveuse, etc., tu peux pas accompagner ton enfant dans le sommeil. C'est pas possible. Tu es comme une pile électrique. Donc vaut mieux aller rentrer plus tard, faire 3 fois le tour du bloc en marchant, ou aller promener ton chien, ce que tu veux, aller crier dans la forêt si tu as envie, et rentrer posé. Alors là, du coup, ton enfant, il sera beaucoup plus posé aussi, tu vois. Et puis aussi d'encourager les bébés quand ils ont fait des progressions. Je suis parfois surprise que on félicite un enfant qui commence à essayer de se mettre debout, tu vois, qui fait du 4 pas dans tout le côté moteur, mais on ne le félicite pas quand il a réussi à dormir peut-être 2 cycles de sommeil. Parce que notre attente, nous, en tant que parents, est tellement intense qu'on trouve que c'est pas encore assez. C'est ça. Et cette pression sur les bébés, je trouve, est très très forte. Et c'est ce que j'avais aussi envie, lors des ateliers, de faire prendre conscience aux parents, tu vois, de ce qui se passe. Et comme tu me posais tout à l'heure la question de quand est-ce qu'il faut faire des rituels, puisque tu avais des demandes de parents, le « il faut », moi, j'aime pas ça. Tu vois, je trouve que les choses doivent se mettre en place tout doucement. Alors oui, il y a des choses qui sont intéressantes, auxquelles il faut faire attention plutôt pour pouvoir accompagner un enfant dans le sommeil, mais aucun parent ne fait dormir son enfant. Je veux dire, celui qui sait faire dormir son enfant, qui me le dise, parce que moi je voudrais bien la recette magique. Alors je la transmettrai, tu vois, comme je dis souvent, moi j'ai pas la baguette magique, j'aimerais bien, ting, l'enfant est guéri, ting, il dort, il mange bien, il est réussi à l'école, tu vois, tout ça. Il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Non. Et ce que tu as appris avec ton premier, tu vas apprendre autre chose avec le deuxième, avec le troisième, avec toi tu en as 5. Je suis sûre que tu vas me dire qu'avec les 5 enfants, tu as chaque fois appris des choses différentes. Tout à fait. Parce que nous aussi, on se découvre, et l'enfant vient aussi nous mettre parfois en miroir certaines choses qu'on n'a pas tout à fait réglées ou bien qui ne sont pas OK. Et ça, c'est ce que j'aime bien quand je vois les parents en postpartum ou lors des ateliers, parce que à chaque moment, elles viennent poser leurs questions et je me dis c'est toujours juste quand elles viennent, ou même dans les cercles, parfois elles viennent poser des questions parce que c'est libre aussi, je ne me cantonne pas à ce que je vais dire aujourd'hui. Eh bien, c'est parfois leur dire, tiens, moi, il y a ça qui moi, m'interpelle. Est-ce que tu sens le lien ou pas, tu vois? Et puis parfois de dire, voilà, moi, je sens ça. Ce serait peut-être intéressant d'aller peut-être en rediscuter avec ta sage-femme par rapport peut-être à un trauma d'accouchement, ou bien parfois de comment s'est passée ta propre naissance, comment c'était toi quand tu étais petite. Et c'est parfois très interpellant de voir que les parents ne savent même pas comment c'était pour eux. Et donc, tant que les parents sont là, c'est le moment d'aller poser des questions. Et parfois, c'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, que quelqu'un vit très mal les pleurs de son bébé. Exactement. Parce qu'il a vécu lui-même des traumatismes par rapport à ça. Tout à fait. Parce que on ne peut pas accueillir les pleurs de son bébé si nous, on n'a pas été accueillis dans nos pleurs. C'est pas possible. Et comme j'explique souvent, moi, j'ai fait partie de cette génération qu'on a laissé probablement pleurer dans les lits. Alors, je ne sais pas exactement, parce que ma maman est plus de ce monde. Et elle était déjà très, très malade quand je suis devenue mère. Et donc,
j'ai senti ce manque de transmission, tu vois. Moi, j'ai senti cette coupure de lien. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment. Mais comment dire, si tu n'as pas été entendu dans tes pleurs de bébé, mais quand ton enfant pleure, mais tu te retrouves face à toi, en fait, à toi en tant qu'enfant. C'est tout ton enfant intérieur qui est en train de pleurer. Et donc, c'est très compliqué. Donc, tu as des parents qui ont été très bien accueillis dans leurs pleurs quand ils étaient petits, parce que leurs parents avaient cet espace-là, étaient... non pas que c'était des meilleurs parents que d'autres, mais c'était peut-être plus simple pour eux aussi, ou bien la vie faisait que, et d'autres où ça a été plus compliqué. Alors, soit parce qu'on laissait pleurer les bébés pour qu'ils fassent leurs poumons, comme on disait à l'époque, soit parce que c'était des parents qui étaient dans des situations de vie tellement compliquées qu'ils n'arrivaient pas à accueillir, parce que pour eux, déjà au niveau charge émotionnelle, c'était trop, tu vois. Et donc de pouvoir leur dire, c'est pas grave, c'est ce qui se passe, maintenant je t'explique le pourquoi c'est intéressant, et qui de vous deux pourrait accompagner le bébé à ce moment-là, tu vois, même si c'est 3 minutes. Tu vois, chaque fois tu peux aller descendre la jauge des pleurs et de tout ce que l'enfant doit décharger, parce qu'on entend aussi le pleur, comme tu le disais tout à l'heure quand on a échangé toutes les deux, c'est le pleur de attention, il faut qu'il se taise parce que dans la savane ça attire le tigre, mais aussi bien le pleur, c'est aussi pour nous, nos pleurs, c'est je suis triste, ça ne va pas, alors que c'est le seul moyen d'échange du bébé, et peut-être qu'il a autre chose à te dire que ça ne va pas et je suis triste ou j'ai mal, et on le voit encore trop là-dedans, tu vois. Mais c'est vrai que déjà de déconstruire ce genre de choses, ça permet des fois juste de prendre du recul. Toi, tu me parlais d'un papa qui avait lui-même pas du tout été entendu dans ses pleurs au point d'être isolé dans une pièce à part parce qu'il pleurait et qu'il dérangeait tout le monde, mais que du coup, lui, il n'arrivait pas à gérer les pleurs. Je pense qu'une fois qu'on arrive à mettre en avant que c'est parce qu'il a vécu cette situation-là qu'il n'y arrive pas, peut-être qu'il y arrivera mieux. Exactement. Parce qu'il prend conscience en fait, ça vient m'envahir à cause de ça. Peut-être qu'il aura besoin d'outils. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, écoute, mets ton casque Bluetooth si tu veux, parce que comme ça, tu l'entends moins. Mais t'es présent physiquement pour lui, dans tes gestes, dans tes paroles, etc. Mais ça ne vient moins réveiller ton enfant intérieur ou réveiller ton homme de Cro-Magnon intérieur, mais en tout cas que ça t'aide à pouvoir être une meilleure version de ce que tu souhaites sans que ça vienne réveiller quelque chose en toi qui fait que ça fait danger, boum boum, à l'intérieur, quoi. Exactement. Ça, clair. Exactement. Et c'est ça qui est, je trouve, très riche justement dans tous ces échanges, tu vois, de pouvoir aller écouter ça. Et cette maman, par exemple, m'a dit « mais je vais en parler, je vais expliquer ça à mon mari, tu vois ?» Et du coup, oui, ça déconstruit beaucoup de choses et tu te sens plus coupable. Tu sais que c'est quelque chose que tu as reçu, mais tu peux prendre conscience de dire « Voilà, j'ai peut-être besoin d'outils. Soit je mets mes AirPods et ça y est, soit j'ai besoin d'un accompagnement. » Plus pour moi aussi. Voilà, oui, tout à fait. Pour moi et pour prendre soin de moi, parce que si je prends soin de moi, je prends soin de mon enfant. Et on a très fort tendance à toujours s'occuper des bébés ou des enfants, mais très peu s'occuper de soi. On cherche aussi beaucoup à juste régler les symptômes, notamment par exemple vis-à-vis du sommeil. Souvent on cherche à la cause à effet. Tu vois, par exemple, là j'ai un couple qui disait que leur bébé se réveillait beaucoup la nuit, dormait beaucoup la journée, puis se réveillait beaucoup la nuit, et évidemment pas en éveil calme. Et que du coup, même à la consultation, on leur avait dit alors il faut éveiller votre bébé la journée pour qu'il dorme plus la nuit. Je leur dis qu'est-ce que t'en penses toi, ça t'a fait quoi? Elle me dit j'étais vraiment pas sûre quand elle m'en a parlé, etc. Évidemment, moi du coup je dis écoute, est-ce que t'as déjà exploré ça avec ton plus grand? Je lui dis quand il était petit, qu'il était extrêmement fatigué, qu'il avait sauté sa sieste, comment ça se passait l'endormissement après? Elle dit mais c'était super difficile, c'était compliqué, etc. Je dis donc c'est la même chose. Puis après je lui rappelle aussi, je lui dis quand elle était dans ton ventre, ta fille, elle bougeait beaucoup à ces heures-là, non? Elle dit oui. Donc je lui dis, c'est pas qu'elle a décidé de t'embêter maintenant, c'est que ça fait partie de son rythme biologique depuis déjà longtemps. Donc, on peut pas s'attendre que juste en la réveillant plus régulièrement dans la journée, ça va changer entièrement son rythme biologique qui est là depuis qu'elle était déjà dans ton ventre. Exactement. Mais donc, c'est profiter parfois de situations où les parents, ils doutent, et c'est pour ça qu'ils nous en parlent, pour parfois déconstruire et dire écoute, qu'est-ce que t'en penses toi? Et puis après, c'est leur ramener les faits de compréhension pour qu'ils se disent en fait, ok. Et c'est là où je leur dis, si tu fais ça, tu t'empêches de dormir la journée puisque tu réveilles ton bébé, puis tu dors pas non plus la nuit parce que là ton bébé il est réveillé. Peut-être que ce que tu gagnerais à faire, c'est à faire quelques siestes la journée en fait, pour être
assez reposé avec des guillemets, j'entends bien que c'est pas non plus une nuit complète, hein, mais avoir beaucoup plus la capacité à accueillir les pleurs du bébé la nuit que si on n'a pas dormi la journée parce qu'on a essayé de réveiller le bébé, et pas dormir non plus parce que le bébé il dort pas mieux la nuit. Tout à fait. Et là, j'avais dernièrement un couple aussi qui me racontait que leur enfant, en fait, qui est plus grand, mais qui s'endort. Alors, plus grand, c'est encore un bébé, hein, mais s'endormait très très tard, tu vois, la nuit. Mais du coup, dormait une grasse mat quasiment jusqu'à 11h midi, tu vois. Il me disait, est-ce que c'est OK? Je dis, est-ce que pour vous c'est OK? Tu vois, oui, en fait, du coup, le matin, on est cool, voilà. Oui, on s'endort tard. Enfin, il y en a un qui veille et l'autre qui dort. Mais le matin, du coup, c'est super pratique, on fait plein de trucs. Je dis, alors c'est bon. Voilà. Mais ce qui est difficile, c'est quand ça doit rentrer après dans un rythme, par exemple à la crèche, etc. Là, ça devient problématique parce que justement, les enfants, ils rentrent dans un système avec d'autres enfants, avec un certain rythme, etc. Et c'est là où ça pose problème. Moi, je sais que c'est là où ça a posé problème. Ça a changé entre-temps, mais je me rappelle pour mon premier, notamment le fait qu'on fasse du cododo, ça posait énormément de problèmes à la crèche parce qu'ils disaient, mais... Et maintenant, alors, c'est presque si toutes les semaines on me demandait, et maintenant, il dort dans son lit? Non, pourquoi? Alors après, moi je vois aussi beaucoup d'enfants, tu vois, où il y a justement qui font du cododo, qui sont en portage, etc. Et puis ils arrivent à la crèche. Bon, au début, c'est un peu compliqué. Mais après, en fait, ils trouvent parce qu'ils sont en communauté, ils dorment tous ensemble, en fait. Tu vois, c'est comme on veut faire dormir le bébé tout seul. Mais toi, quand ton chéri ou ta chérie est pas là, est-ce que tu dors bien? Tu vois, nous, en tant qu'adultes, on a le droit de dormir à deux, mais les enfants, ils n'ont pas le droit. Et parfois, tu te rends compte que tu mets une fratrie ensemble, ils dorment beaucoup mieux. Et puis voilà, alors, souvent j'entends, ouais, mais ceux qui dorment ensemble, c'est les petits pauvres. Non, tu vois, il n'y a pas que les petits pauvres qui dorment ensemble. Il y a d'abord le côté vraiment traditionnel, mais tu as des pays aussi qui sont, je veux dire, plus évolués, comme on dirait dans nos sociétés, entre guillemets, la plus évoluée entre guillemets, comme le Japon, tu vois, où tous les enfants, enfin la famille dort ensemble. Oui. Ils ont des futons à la taille du nombre d'enfants. Alors, ils n'en ont pas plus que 2 parce que c'est comme ça au Japon, mais tu vois, des futons pour 4 personnes, tout le monde dort ensemble. Et puis, aux alentours, souvent, ils disent, en moyenne 3-4 ans, l'enfant commence à vouloir avoir sa chambre, son espace, son machin, essayer de... Mais t'as déjà vu un ado qui dort encore avec ses parents? Moi, jamais, tu vois. Et donc, si on pouvait écouter ce dont l'enfant aussi a besoin, alors après, il faut que ce soit en accord avec toi. Moi, je sais que au début, j'étais pas du tout prête à me séparer de mon bébé. Puis à un moment, j'ai senti que moi, j'étais prête. Et j'ai écouté pour voir si elle était prête. Et j'ai fait, tu vois, du lit au lit à côté pour reculer un petit peu et puis le mettre dans sa chambre parce que pour moi, c'était OK. Et ça s'est évidemment très bien passé. Si t'es pas prête, ça se passera pas bien. Parce que ça sera le déchirement des deux côtés, tu vois. C'est comme quand tu mets ton enfant la première fois à la crèche, c'est pas simple, hein. Quand c'est le premier, tu te sens que ça se déchire à l'intérieur, t'as l'impression que c'est qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'occupe. Et voilà, mais si tu peux préparer ça et d'aller sentir et d'aller encourager aussi l'enfant à ce qu'il va découvrir, il y a des choses qui se transforment. Tu vois, toujours revenir au corps et au cœur. Ouais, exactement. Tout à fait. Écoute, en tout cas, je te remercie grandement pour cet échange, Evelyne, parce que c'était vraiment très riche, très intéressant, de justement juste rappeler, c'est essentiel, de revenir à qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est OK, comment est-ce que ça vibre par rapport à, oui, ce qu'on peut m'apporter, et aussi, oui, ce que les gens me donnent comme sollicitation parfois que j'ai pas demandé. Parce que parfois, c'est juste, ça résonne à l'intérieur de moi pour me dire que c'est pas OK. Donc, c'est s'écouter et revenir sur le principe de c'est mon bébé. Je suis l'expert par rapport à comment est-ce que je vis avec mon bébé. Et est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça a l'air OK pour mon bébé? Comme tu disais, est-ce que moi, je sentais que c'était bon pour moi. J'ai attendu de voir si c'était OK pour elle. Et puis, il y a eu des étapes de transition. Puis, des fois, c'est aussi accepter que rien n'est acquis. Parfois, ça va aller dans un sens, puis ça va revenir en arrière. Et c'est OK aussi. Et puis, quand nous, on prend juste conscience qu'on est les adultes, que les attentes qu'on a envers les petits, parfois, ils sont bien trop grands. Et que quand on prend avec humilité et qu'on remet les choses à leur place au fur et à mesure, ça se passe en général beaucoup plus sereinement. Exactement. Mais je te remercie aussi de m'avoir permis de venir ici et de partager ce que j'ai envie de transmettre un maximum aux parents. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelyne. Et puis de toute façon, j'espère te voir bientôt. Il me semble que je te verrai au mois d'avril au salon Naître et Grandir en douceur de cette année qui aura lieu les 13 et 14 avril.
Voilà, s'il y a une chose que je retiendrai de cette interview, c'est toujours de revenir à l'intérieur de soi, de voir comment est-ce que ça vibre, comment est-ce que ça parle, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok. Vous aurez la chance de pouvoir rencontrer Evelyne au salon Naître et Grandir en douceur les 13 et 14 avril 2024 à Senef. Elle y tiendra un atelier sûrement sur le sommeil et sûrement un atelier aussi sur les petits remèdes dont elle a parlé justement dans cette interview. Si vous êtes intéressé, marquez déjà votre intérêt, bloquez ces dates dans votre agenda et vous pouvez aller suivre la page du salon Naître et Grandir en douceur où on va justement partager toutes les informations sur les différents intervenants qu'il y aura et les différents ateliers qui seront proposés aussi gratuitement pendant ces 2 jours. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien.